La crise sanitaire du Covid-19 a fortement ébranlé la vie humaine. Tout au long de son histoire, l'espèce humaine a su se perpétuer grâce à sa capacité à s'adapter à des situations parfois plus dramatiques que celles du Covid-19. À une époque lointaine, lorsque les guerres à coups de sabre, de lance-pierres, de flèches décimaient des peuples entiers, certaines villes se sont construites autour des forts. Il y a par exemple le fort d'Elgrès en Guadeloupe, le fort de Saint-Louis au Sénégal, et même la ville de Paris avait été fortifiée, vous savez. À une époque plus récente, à la suite des attentats du World Trade Center de 2001, les États-Unis ont décidé de sanctuariser leur territoire en déployant un bouclier antimissile pour se protéger de ce qu'ils appelaient alors des États voyous. Que nous le voulions ou pas, des crises sanitaires comme celle du Covid-19 accéléreront la digitalisation de notre monde. Il n'est probablement pas loin ce monde où la monnaie physique aurait disparu et où des livraisons se feront par des cars sans chauffeur ou même par des drones. Cela me semble vraisemblable. Mais alors, des crises sanitaires comme celle du Covid-19 sont aussi l'opportunité pour nous de nous interroger sur ce futur qui arrive. À quoi ressembleront nos villes? N'est-ce pas le moment de repenser nos architectures urbaines? C'est à ces questions que nous tenterons d'apporter un début de réponse avec l'architecte Herman Kanté, qui est notre invité à cet épisode de Vision 360. Toutes mes salutations à vous qui nous écoutez. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette plateforme car ce sera l'occasion pour vous non seulement d'être notifié de l'apparition de nos nouvelles vidéos, mais aussi d'intervenir en commentaire sur des sujets qui concernent avant tout votre bien-vivre et votre bien-être. Bonjour, je suis Herman Kanté, architecte et fondateur de la jeune entreprise Herman Kanté & Associates. Basée à Yaoundé, nous sommes connus pour avoir gagné beaucoup de prix à travers le monde, naturellement. Le meilleur prix d'identité culturelle au Festival mondial de l'architecture, meilleur prix American Prize of Architecture, une trentaine de prix à travers le monde. Et puis, dans le cadre africain, nous avons aussi remporté de nombreux prix. Nous avons reçu des recommandations de magazines tels que Forbes et puis Financial Times, New York Times, beaucoup de magazines à travers le monde. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce dont il est question, c'est essayer plus ou moins de s'entretenir sur la question de la ville du futur au regard de tout ce qui se passe actuellement, parce que vous êtes sans ignorer qu'actuellement le monde fait face à une pandémie de coronavirus. Et pour moi, la question est de savoir pas nécessairement ce qui se passe pendant la pandémie, mais ce qu'il faut entrevoir après la pandémie, parce qu'il faut se dire, les maladies de ce type, on en a et on en aura toujours. Donc maintenant, la question est de réfléchir sur quelles sont les dispositions à prendre. Je vous inviterai notamment à visiter nos différentes plateformes pour voir de quoi il est question, pour voir quels sont nos travaux, nos orientations, afin, n'est-ce pas, de bien corroborer avec les informations que nous allons vous donner. Et je maintiens que cette discussion, dans le cadre de cet échange, je partage mon expérience et mon avis sur la question. Cette maladie touche spécifiquement la réalité de différentes économies, parce que dans les pays qui disposent d'un système sanitaire et financier plus efficace, je comprends que la mesure de confinement, n'est-ce pas, soit facilement applicable, mais dans un pays comme le Cameroun où l'essentiel, les gens gagnent leur pain au jour le jour, il vaut mieux trouver d'autres façons, d'autres mesures. Parce que si vous prenez par exemple, je donne un exemple basique, ça veut dire si vous prenez le monsieur qui fait son pouce-pouce ou la dame qui vend sa tomate, je ne sais pas si elle peut se confiner pendant une semaine, pendant 2 semaines. C'est très compliqué, vous voyez. Je pense qu'il vaut mieux au maximum respecter les mesures, peut-être porter des masques, pour se protéger de la contamination directe et tout. Mais je ne sais pas s'il faut, n'est-ce pas, garder les gens chez eux. Je pense que jusqu'à présent, même l'État a donné un certain démenti sur les gens qui parlaient d'un confinement total. L'État a bien précisé dans le cas du Cameroun qu'il n'a jamais été question d'un confinement total, parce que qui mieux que pour être au courant et au fait des réalités. Maintenant aussi, il faut dire que cette même maladie, en termes de constat, ça s'attaque à notre société, c'est-à-dire qu'au mode d'habiter, au mode de fonctionnement de la société. Parce qu'il faut dire que fondamentalement, la vie en Afrique est basée sur la communauté.
Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec le coronavirus, on dit qu'il est interdit de s'embrasser, il est interdit de ça, alors que nous tous, on sait que la meilleure expression de la joie quand l'Africain rencontre son frère, n'est-ce pas, c'est de s'embrasser pour échanger un certain nombre de formalités sur la bonne santé et tout et tout. Ça affecte aussi la mobilité. Du coup, il faut réfléchir au nouveau mode de mobilité, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte aujourd'hui? Comment est-ce qu'il faut imaginer la ville pour faire face à ce genre de problèmes? Notamment parce que si vous prenez le cas d'un pays comme le Cameroun, les solutions ne seront pas les mêmes que d'un pays très développé, parce que les pays en voie de développement ont un certain seuil d'économie, il y a une certaine participation, n'est-ce pas, du secteur informel dans l'économie, ce qui fait qu'il y a une difficulté par rapport à de collecter les impôts et tout pour développer la ville. Donc du coup, pour moi, architecte, c'est de voir comment, n'est-ce pas, tout ça là peut s'imbriquer dans la mécanique d'une ville. Parce qu'il faut déjà le dire, c'est-à-dire que par mesure d'anticipation, les maladies, n'est-ce pas, généralement les maladies comme le coronavirus, c'est sûr qu'on ne pourra pas les éviter, n'est-ce pas? On ne peut pas les éviter. Pourquoi? Parce que la genèse même de la maladie venant de Wuhan, s'échappant d'un laboratoire, montre bien deux faits spécifiques. C'est que l'homme a toujours été intéressé par l'exploration. Ça veut dire qu'on ne pourra jamais empêcher les hommes de se réunir et de vouloir découvrir de nouvelles choses, de la même façon que nous allons sur la Lune, de la même façon que nous allons au fond des océans pour y comprendre. Donc, je pense que maintenant, ce qu'il faut faire, c'est redéfinir, n'est-ce pas, bien structurer le cadre dans lequel nous évoluons. C'est-à-dire qu'il faut améliorer peut-être le système sanitaire. Et si je prends le même cas du coronavirus, un exemple que je peux donner assez simple, qui n'est pas peut-être la méthode, le moyen le plus accessible, mais c'est déjà de penser à équiper tous les espaces publics, n'est-ce pas, au moyen de la domotique, notamment pour les robinets, parce que il y a une sorte de contradiction. Si vous regardez la publication, bon, les trucs d'information de l'OMS et tout ça, toutes les campagnes publicitaires, se laver les mains, je suis tout à fait d'accord, il faut se laver les mains, mais le problème c'est que pour vous laver les mains, vous avez les mains souillées, vous ouvrez le robinet avec les mains souillées, vous finissez de les nettoyer et vous refermez le robinet, vous y reprenez le même virus que vous étiez censé nettoyer. Donc je pense qu'aujourd'hui, les outils de la technique, de la technologie, nous permettent de surmonter ce genre de problème. Après, il y a une question de structuration de l'espace parce que même si la maladie prenait une ampleur, même si la maladie arrive à prendre une ampleur très grave, ce sera difficile d'accéder à tous les logements parce que si vous prenez par exemple une ville comme Yaoundé et ses bidonvilles, ou Douala et ses bidonvilles, s'il y a un cas à l'intérieur, vous imaginez la vitesse avec laquelle ça se propage. Donc c'est autant de choses. Je pense que chacun, on est à un moment donné où chacun doit plus ou moins être responsable aussi de sa propre santé. Je comprends que les gens veulent que l'État intervienne, mais il faut aussi être conscient d'une chose, c'est que dans tous les pays du monde, les États sont dépassés, c'est-à-dire que sur le plan financier et tout. Et il est de notre responsabilité, de notre propre sécurité, de prendre les choses en main, quitte à ce qu'on se retrouve dans une situation extrême. Mais comme on le dit, se laver les mains, ça fait de mal à personne. C'est-à-dire que prenez les mesures de précaution autant que possible. Voilà, c'est vraiment une maladie qui affecte notre mode de fonctionner, mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose parce qu'après, forcément, il faut passer une transition. Le monde était déjà dans la phase de la transition énergétique. On est maintenant dans une phase où on parle au smart city, un monde connecté et tout. Je pense qu'on est en train d'évoluer. Donc, il y aura forcément un après-maladie. C'est comment on gère l'après-maladie qui est voilà, la question. Parce que forcément, on va régler la crise. C'est-à-dire que de toute l'histoire de l'humanité, l'homme a toujours résolu les problèmes auxquels il a été confronté. Donc, on va résoudre la crise. Mais ce sont les conséquences d'après, les conclusions, les solutions qui nous intéressent actuellement. De toutes les manières, ce que je vais déjà d'abord dire, c'est que comme on parlait tout à l'heure, le corona s'attaque à le système de la société, mais il y a déjà plein de choses qui devaient changer avant, et donc ce n'est pas forcément à cause de cette maladie. Mais ce que je peux dire d'entrée de jeu sur le système de la construction, c'est que imaginez les villes, parce qu'il faut parler là, c'est question de parler des villes du futur, comment les villes du futur comment ça va être conçu. Mais pour parler des villes de futur, il faut plus ou moins segmenter la question en deux grandes questions parce que le futur implique qu'il y a un présent. Et dans le présent, il est en question de se poser, est-ce que nous mettons les bases
pour que ce qu'on entrevoit pour le futur se réalise vraiment. Parce que le futur, plein de choses sont à entrevoir, c'est-à-dire l'homme va évoluer, l'environnement va muter, on va faire face à d'autres grandes formes de transformation. Aujourd'hui, on a la révolution technologique, on a ça. Ça offre plein de possibilités. Mais pour l'instant, je m'inquiète plus pour les pays en voie de développement parce que bon, les pays développés ont plus ou moins un système bien rodé. Ce n'est pas parfait d'ailleurs, ce n'est pas parfait, mais ils ont un système bien rodé et ils ont un instrument qui est important et que chez nous on néglige, c'est-à-dire les politiques de développement des villes, à savoir les règlements. Si je prends les pays africains, dans beaucoup de pays d'Afrique noire surtout, il y a peu de règlements, peu de respect du règlement dans les questions de l'urbanisme, du développement de la ville et tout ça, de l'architecture, du procédé de construction. Et même pas plus tard que ce matin au Cameroun, on m'a appelé pour m'informer qu'il y a un bâtiment qui s'est écroulé quelque part là, c'est un R+2 où le propriétaire a voulu ajouter un niveau sans trop se renseigner sur un ancien. Et après, il faudra même vérifier s'il a eu le premier permis, le permis qui lui permettait de construire le R+2. Et je pense que c'est un danger quand la réglementation est faible parce que quand la réglementation est très faible, ça ne garantit pas un certain nombre de choses. Vous savez, il ne suffit pas d'avoir des architectes comme Herman Kamte pour régler la question. C'est-à-dire, un bâtiment dans la ville, ça va donner l'exemple, mais il faut une politique pour appuyer, n'est-ce pas, cet exemple pour que ça se généralise auprès de la population. Et quand on vient dans notre environnement, si je prends seulement la question foncière, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un problème qu'un individu puisse posséder des terres. Il n'y a pas un problème qu'un individu puisse mettre en vente des terres. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il n'a pas le droit de morceler la terre comme il veut, à son bon vouloir, parce que ça pose un problème fondamental de l'équilibre et de la répartition, n'est-ce pas, dans l'espace. Si vous prenez par exemple une ville comme Douala, c'est une ville très serrée. D'ailleurs, c'est une ville que j'aime pas beaucoup. Je suis allé à Douala une trentaine de fois dans l'année. J'ai jamais dormi là-bas, donc c'est à quoi que j'aime pas beaucoup cette ville. Elle est très serrée, on a l'impression, on a un phénomène de... C'est comme s'il y a de la surpopulation, non pas de la surpopulation, mais du surpeuplement. Et pourquoi? Parce que quand vous prenez la ville de Douala, on parle de près de 5 millions d'habitants, répartis sur une surface de 288 km². Alors quand vous prenez Yaoundé, qui est à près de 3,5 millions, on est à 315, 320 km². Donc vous voyez qu'à Yaoundé, on est beaucoup plus confortable. Naturellement, ça améliore le cadre de vie, ça améliore le niveau des gens, ça améliore le niveau de vie et tout ce qui va avec. Et mieux, quand on interpelle les architectes, on parle toujours de l'environnement bâti, ça veut dire la construction, la construction, la construction. Mais il faut dire que les architectes sont des concepteurs d'abord. Ensuite, il y a des planificateurs et tout, mais les architectes sont d'abord des constructeurs. Ça veut dire qu'avant, ils sont des concepteurs. Ça veut dire qu'avant de construire toute chose, il faut d'abord concevoir la chose. Et dans un environnement, la conception intègre à la fois les espaces bâtis et les espaces non bâtis. Par exemple, dans une ville comme Yaoundé, qui est située en plein cœur de la forêt équatoriale, c'est à peine si on y retrouve un espace public. Après, la question se pose, est-ce que les Camerounais ont réellement besoin d'un espace public? Je dirais, c'est un peu comme demander à un malade s'il a besoin de traitement, parce que finalement, le malade ne sait nécessairement pas le médicament approprié pour son traitement, mais il sait qu'il a besoin de guérir. Et vous savez que la présence d'espaces verts, d'espaces ouverts, d'espaces publics, ça favorise non seulement les relations communautaires, mais ça améliore aussi, n'est-ce pas, le cadre de vie, l'espérance de vie, parce que le contact avec la nature ne peut que produire des résultats plus intéressants. On est moins stressé par la ville. Ce n'est pas intéressant quand vous êtes à Douala et que vous voyez une file de véhicules sur près d'1 kilomètre, les gens sont dans un embouteillage. Mais c'est par exemple intéressant dans l'espace où nous sommes de voir que c'est dégagé, il y a des gens qui sont assis, qui discutent, des gens qui échangent sur ça. C'est ça créer la vie, parce qu'il ne faut pas oublier la fonction première de la ville. Les villes ont été créées pour améliorer le cadre de vie de l'homme. Ce n'est pas pour le stresser davantage. Donc il y a ça, il faut penser à l'environnement non bâti. Il faut aussi penser à l'environnement bâti. Maintenant, pour ce qui est de l'environnement bâti, il faut au moins d'abord respecter les règles et les mesures. Parce que si je prends un pays comme le Cameroun, en comparaison avec le Togo est un pays beaucoup plus riche que le Togo. Le Togo a moins d'argent que le Cameroun. Mais quand vous arrivez à Lomé, la ville elle est ouverte, elle est dégagée, vous avez les voies, vous avez les ruelles. Donc il n'y a pas de justification qu'on dise qu'à Yaoundé, on n'a pas de question d'accessibilité parce qu'il y a un problème d'argent.
ouvrir les voies, ce n'est pas nécessairement les bitumer. Il y a plusieurs solutions, n'est-ce pas, dans l'Antiquité, les routes en pierre, il y a un amas de solutions pour régler ce problème-là. Mais vous voyez, il faut créer des conditions qui rendent la vie humaine plus attrayante, plus intéressante. Que les gens n'ont pas l'impression que la vie se limite juste à se lever, aller travailler, amasser de l'argent, rentrer, se coucher et faire la même chose le lendemain. Et pour nous les architectes, c'est ce pourquoi on se bat. C'est ce pourquoi on se bat en disant il faut non seulement moins stresser la planète, mais il faut aussi donner un cadre de vie intéressant à celui qui y vit. Et celui qui y vit, c'est nous. Nous sommes concernés au premier degré. Et quand je prends le même cadre du pays dans lequel nous sommes, si vous regardez tout autour de vous, prenez des quartiers comme Vokada, l'accessibilité est difficile. Ça veut dire que s'il y a un problème de maladie, peu importe la maladie, que ce soit le choléra, que ce soit, forcément, ça peut rapidement devenir une petite épidémie à la petite échelle. Parce que forcément, c'est difficile de respecter les mesures d'hygiène, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, la question reste souvent pour les villes du futur, comment faut-il les envisager? Parce que si on réussit à résoudre le problème du présent, notamment à améliorer le cadre de vie et tout, on est maintenant en droit d'envisager les villes du futur. Mais si on parle de la ville du futur, pour beaucoup de gens, il y aura certes des villes nouvelles, mais il n'est pas question de détruire les villes qui existent. Il est question d'adapter au mieux l'existant pour répondre à un certain nombre de besoins. Parce qu'il faut comprendre une chose, l'écologie, ce n'est pas de détruire. Si on commence à détruire une ville, on n'est plus dans le principe de l'écologie. Parce que l'écologie, ce n'est pas détruire. L'écologie, c'est rendre harmonieux, c'est se rapprocher, c'est-à-dire qu'il faut transformer ce qui existe pour le rapprocher au mieux aux besoins de la nature. Et aujourd'hui, on a l'émergence de nouveaux matériaux. Il y en a beaucoup. Certains qui le sont, d'autres qui ne le sont pas. Mais moi, dans le cadre d'un pays comme le Cameroun, notamment les pays de l'Afrique équatoriale, au minimum, on peut développer l'architecture bois. Par exemple, c'est un matériau localement disponible et qui est facilement malléable parce qu'avec le bois, vous pouvez faire que ce soit du meuble jusqu'à toute une maison bâtie. Et puis, vous pouvez franchir de grandes portées. Observez dans votre environnement où vous êtes, vous verrez que dans les grandes cathédrales, dans les grandes chapelles, même seulement dans notre pays, les charpentes qui traversent les grandes portées, c'est du bois. Il est hors de question de dire que le bois n'est pas un matériau résistant. Et puis, c'est toujours aberrant d'écouter, n'est-ce pas, la fameuse phrase qui dit bon voilà, le bois, ça va brûler, ça va prendre feu, ça va. Parce qu'en fait, c'est un matériau comme tous les autres, ça se travaille. Et puis dans le bois, à la différence de beaucoup de pays, on a une kyrielle d'espèces au Cameroun. Le Cameroun a plus de 300 espèces de bois. Et on est dans un continent, on est dans un environnement qui nous produit du bois dur. Imaginez si en Occident, avec du bois qui n'est même pas dur, ils arrivent à faire des bâtiments en bois, combien de fois avec le nôtre à feuilles resserrées? Et quand vous avez du bois dur à feuilles resserrées, même si vous le piquez dans le sol, même en 1000 ans, il ne va pas pourrir. Parce que les feuilles sont resserrées. Il n'y a aucun moyen, c'est-à-dire que l'eau ne peut même pas pénétrer à l'intérieur. Il y a un ensemble de choses. Donc je pense qu'il faut suffisamment s'informer sur ça. Donc quand on parle de transition de ville du futur, la transition ne sera pas équitable partout. Elle ne sera pas, ce sera plus une égalité qu'une équité. Parce que il est hors de question que certains pays reviennent au même niveau que les autres. Ce n'est pas possible. Actuellement, où on parle dans des pays comme la Suède, c'est assez évolué. Par exemple, cette année, en novembre, ils m'ont invité pour une conférence tech où de jeunes entrepreneurs vont parler de leurs évolutions au niveau de ce qu'on parle du biohacking aujourd'hui, c'est-à-dire que comment, à partir de la biologie, on peut augmenter les performances individuelles, les performances de l'homme. Ça veut dire que peut-être demain, pour un certain nombre de raisons, on va peut-être augmenter les globules rouges pour augmenter le système immunitaire. Donc vous voyez que sur la même planète, les gens ne sont pas au même niveau d'évolution. C'est pour ça qu'il faut toujours contextualiser les problèmes pour les analyser en fonction de l'environnement. Et dans le cadre, parce que moi je vais m'attarder sur le cadre qui nous intéresse, qui est notamment le cadre camerounais, je pense que penser les villes du futur, c'est d'abord fixer les bases qui sont la réglementation et le respect de la réglementation. Parce qu'une chose est de produire la réglementation, une autre chose est de la respecter. Et ensuite, quand on va respecter cette réglementation, on va commencer à être donc strict sur les usages, les matériaux et l'organisation de l'espace. Parce que je maintiens en disant, le fait que vous soyez propriétaire d'un espace au Cameroun
ne veut pas dire que vous en avez l'exclusivité. Le Cameroun, c'est un pays. Avec vous, il y aura Cameroun. Après vous, il y aura le Cameroun. Ça veut dire qu'il faut une planification globale qui permette aux gens de s'installer, non pas que les gens imposent ce que sera la planification. Parce que imaginez-vous si à Yaoundé, en même temps, actuellement où nous sommes, il y avait la mairie, il y avait un marché de vivres frais, ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça. C'est vrai qu'il faut mixer les fonctions, il ne faut pas forcément les disloquer, mais il y a une façon intelligente de le faire. Et c'est à ça qu'on appelle. Parce que plus le cadre sera sain, mieux on sera protégé contre les virus. Parce que vous savez, les virus se propagent par rapport au cadre. C'est le cadre de vie qui propage les maladies et autres. Donc je pense que voilà ce sur quoi on peut travailler. Dans le cadre de l'architecture, il y a une réflexion sur la disposition de l'espace et les matériaux. Je pense que voilà vraiment ce sur quoi il faut axer. Merci de nous avoir suivis. Dites-nous ce que vous pensez de ce sujet en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la à un plus grand nombre. Et sur ce, nous nous disons à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.